Je crois que la chose la plus frustrante en tant qu'introvertie, c'est d'être dans une conversation en dîner, en réunion, en cercle d'amis. Tu dis quelque chose de juste, tu dis quelque chose d'intéressant, parfois même brillant, quelque chose que tu as réfléchi et rien. Pas de rebond, pas de réponse, même pas d'écoute. Je te rassure que j'étais dans ton cas, je suis quelqu'un de très introverti. Ça peut paraître un peu contradictoire avec le fait d'être sur les réseaux. Dans ces moments-là où 30 secondes après, une personne va dire pas vraiment la même chose, mais tout le monde va se retourner, tout le monde va réagir. Je te rassure, ce n'est pas que ton idée est faible ou que tu n'as rien à dire d'intéressant. Dans cette vidéo, je ne vais pas t'apprendre à mieux parler. Je vais te montrer ce que font, même sans y penser, les personnes que tu admires, les personnes que tu trouves éloquentes, élégantes, charismatiques quand elles ouvrent la bouche. Et pourquoi ce que tu fais aujourd'hui peut-être te dessert sans que tu le saches. On va pas parler question technique, on va vraiment parler question perception. Une femme n'est pas écoutée parce qu'elle parle bien. Elle est écoutée parce que sa voix porte autre chose que ses mots. Tu regardes une vidéo en voix off, l'image montre une femme qui est en train de marcher et elle te dit en voix off, oui, je suis en train de marcher. Est-ce que tu vas trouver ça intéressant? Non. Tu veux savoir ce qu'elle pense, tu veux savoir ce qu'elle comprend, tu veux savoir pourquoi elle marche. Il y a un malentendu fondamental sur l'éloquence. On nous a vendu une définition de l'éloquence qui ne marchera pas sur nous, qui ne nous concerne pas. L'éloquence dans la culture dominante, c'est Cicéron, c'est l'orateur politique, c'est l'homme qui parle fort, qui structure, qui martèle. C'est presque un art de la performance, un art de la conquête verbale. Mais ce modèle-là, qu'est-ce que ça donne dans ton quotidien? Tu ne peux pas l'utiliser, c'est impossible. Tu utilises ce genre de langage quand tu es dans un discours, quand tu es dans une forme très professionnelle. Et ce n'est pas du tout une opinion, c'est vraiment quelque chose d'observable. Une femme qui essaye de parler comme un homme d'autorité ne sera jamais perçue comme autoritaire. Les gens vont plutôt se moquer, rigoler, mais en aucun cas ils vont la prendre au sérieux. Ça va même desservir parce qu'on va la percevoir d'agressif. Ou pire, on va la voir comme quelqu'un qui essaye, qui se donne un genre, une personnalité. C'est pour ça que j'aime bien dire l'éloquence féminine. La vraie, celle qui fonctionne, ce ne sera pas une éloquence dans la performance, mais beaucoup plus dans la présence, dans l'attitude, le charisme. Il y a un contraste entre parler beaucoup et être entendu. La personne qui parle beaucoup, ça sera la personne qui va remplir les silences. La personne qui est perçue un peu comme elle fait son intéressante. La personne qui n'a pas forcément quelque chose à dire, mais qui va toujours prendre le monopole de la conversation. La personne qui sera entendue. Avec ce que je vais te dire, je fais déjà un disclaimer. Je ne te dis pas de te donner un genre, je ne te dis pas de jouer la mystérieuse, mais celle qui sera entendue sera toujours une personne qui, en premier, a une écoute, qui réagit à une conversation, qui réagit à un point. Ça sera beaucoup plus pertinent qu'une personne qui parlera trop. Et ça, vraiment, c'est un point pour les introvertis. Déjà qu'on a du mal à prendre la parole. Alors imagine, quand tu prends la parole et que personne réagit, comme si les gens ne t'écoutaient pas, les femmes que l'on écoute le plus sont celles souvent qui parlent le moins. Je ne te dis pas d'avoir une caricature, je ne te dis pas de te donner un genre, encore une fois, et ce n'est pas par le fait qu'on nous a déjà catégorisés comme pipelettes, comme les femmes, elles parlent trop, elles parlent beaucoup, non. Avec ce que j'ai pu observer, quand j'ai essayé de parler beaucoup pour qu'on m'entende et quand j'ai été réellement entendue, je parlais moins parce que j'écoutais beaucoup plus. Je te promets que l'écoute changera énormément la façon dont tu vas tenir une conversation, dont tu vas même être apte à répondre, même être apte à engager une conversation. C'est ça le plus dur, je pense, pour les introvertis. J'ai appris à parler beaucoup plus lentement. Ce n'est pas pour me donner un genre, mais de une, c'est pour mieux articuler. De deux, j'ai appris que j'ai le temps de parler. C'est-à-dire que je ne vais pas me presser parce que j'ai peur que la personne en face décroche dans ce que je dis. Non, ce que je dis est important, même si c'est un petit détail, mais j'ai mon droit de parole. Donc, je prends ce droit-là, je prends ce temps-là pour prendre le temps de mieux m'exprimer,
pour prendre le temps d'exprimer mon opinion. Parce que dans la conversation, je ne cherche pas à convaincre. Je pose mon idée. Tu regarderas autour de toi la femme que tu admires parce que quand elle rentre dans une pièce, elle a tout de suite une présence. Bizarrement, et tu ne sais pas pourquoi, elle arrive à captiver le regard des gens. Pas pour waouh, elle est super belle, mais c'est juste grâce à son charisme, à sa présence, à son attitude. C'est la personne qui, malgré elle, se fait remarquer. Et tu vas pouvoir comprendre qu'elles ont toutes quelque chose en commun. Elles ne couriront jamais après une conversation, elles laisseront toujours une conversation venir à elles. Maintenant que le cadre est posé, on va passer au diagnostic. Parce que si tu te reconnais dans le sentiment d'être écouté à moitié, il y a presque 4 schémas verbaux que tu utilises sans même t'en rendre compte. 4 schémas qui, à chaque conversation, fuient ton autorité par petites parties sans que tu le saches. Le premier schéma, c'est la surjustification. C'est ton habitude à préparer le terrain avant même que tu ne dises quoi que ce soit. Je sais que tu utilises ces mots, tu connais, bon, je sais pas si tu vas comprendre quand tu fais ça. Ce que tu crois faire, c'est être beaucoup plus humble, beaucoup plus ouverte à la réponse de la personne en face de toi. Mais ce que l'autre entend en réalité, cette personne, elle est pas tellement sûre d'elle. Donc bon, je sais pas si je vais y prêter attention. Donc ce que tu pensais attirer l'attention pour que l'on t'écoute, te dessert complètement. Ta phrase, elle est tout de suite beaucoup plus affaiblie. La personne en face ne va pas t'écouter. Et je te dis tout ça car je faisais pareil. Quand j'étais en école d'architecture, bon, je pense que là, je l'ai dit sur la chaîne, mais je ne sais pas s'il y a des nouveaux comme c'est une nouvelle chaîne YouTube. Mais j'étais en école d'architecture et pendant mes projets, quand j'apportais une idée, tout le temps, je disais, je ne sais pas si on devrait, peut-être que, en fait, non, j'étais sûre de mon idée, mais comme j'avais l'impression que la personne en face va prendre beaucoup plus parti à mon idée, va m'écouter et va réaliser comme: «OK, je mélange ton idée, je mélange la mienne aussi». Le deuxième schéma, ce sont les tags interrogatifs. Ça va être des petites questions que tu vas ajouter à la fin de tes phrases. Je pense que c'est une bonne stratégie, tu vois ce que je veux dire? Il faudrait peut-être que l'on fasse autrement. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense le pire que tu pourrais ajouter dans ces phrases, c'est de monter ta voix en fin de phrase. C'est-à-dire que au lieu de poser une idée claire, comme là je la pose, et si tu l'as remarqué, je le fais à chaque phrase. Toujours mon ton va descendre. Quand tu montes ton ton, tu transformes ton affirmation en sollicitation. Une scène de réunion ou de dîner entre deux femmes, l'une va finir ses phrases en disant on devrait revoir la stratégie, non? Et l'autre te dira on devrait revoir la stratégie. Je ne sais pas si tu entends la nuance. Première pensée, affirmer son idée, mais elle fait juste une proposition. La seconde, par contre, elle a pris la décision. Tout le monde sans même savoir pourquoi, alors que ces deux femmes parlent de la même chose, vont toujours être beaucoup plus convaincues et vont toujours écouter la deuxième personne. Le troisième schéma, et je pense que c'est le plus subtil, l'hypermodulation. C'est quand tu viens de dire quelque chose de tranchant, de juste, et juste après, tu vas rajouter un petit rire nerveux, un petit rire pour combler le silence. Peut-être que tu as ce réflexe, mais en disant voilà, enfin, non, tu viens de désamorcer ta propre puissance. Le rire nerveux juste après une phrase, c'est une manière inconsciente de vouloir dire à la personne en face désolée, mais je voulais pas m'affirmer, je voulais juste donner mon idée. C'est une excuse silencieuse, mais que tout le monde entend. Une femme qui s'excuse de sa propre clarté auprès de son interlocuteur, c'est comme si tu disais ne me prends pas au sérieux. Le quatrième schéma, et je pense peut-être pas le plus important, mais très important, c'est que tu remplis les silences. Je te l'ai dit par avant, mais je vais t'expliquer pourquoi. Tu as posé une phrase, elle est claire, elle est suffisante. Le problème, c'est que le silence te met mal à l'aise. Alors tu vas rajouter d'autres mots qui vont perturber justement la phrase que tu as dite avant. À chaque fois que tu rajoutes, c'est comme si tu avais un verre, tu as mis du sirop, mais tu rajoutes de l'eau, tu rajoutes de l'eau. À la fin, ton sirop, il a même plus de saveur, donc autant te dire j'aurais dû boire seulement de l'eau. Le silence, ce n'est pas un vide, c'est l'espace où ta phrase s'installe dans l'esprit de l'autre. On va récapituler ensemble. Surjustification avant de commencer la phrase. Tag interrogatif pendant. Hypermodulation après. Remplissage du silence ensuite. Ce sont 4 schémas, 4 fuites
d'autorité. Et la plupart des femmes, je le faisais aussi, en font au moins 2 minimum par conversation ou par phrase. Quand je parle d'autorité, je n'ai pas envie que tu vois ça comme quelque chose de toxique. Quand je parle d'autorité, c'est juste que j'ai l'impression que maintenant, on n'a plus le temps de parole. Ça veut pas dire que c'est les femmes, mais notre voix porte moins qu'un homme. Malheureusement, nos idées vont être moins prises en compte qu'un homme. On est souvent catégorisé comme une petite créature à protéger, je ne sais même pas pourquoi. Et en tant qu'introverti, en tant que timide, en tant que réservé, ça peut être très frustrant d'avoir pris le courage de t'exprimer et au final, ne pas avoir de réponse en retour ou simplement ne pas vouloir s'exprimer car tu n'oses pas prendre la parole. Tout ce que j'ai énuméré, ce n'est pas de ta faute. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose que tu as appris à faire. Ce n'est pas une mauvaise habitude, non. Si personne ne te montre, si personne ne te le dit, comment tu vas pouvoir le remarquer? Ce sont des schémas que l'on a appris en grandissant, qu'on a renforcés à l'école et que malheureusement, on va figer dans notre vie professionnelle, dans des conversations en groupe. C'est vraiment pas un défaut, c'est quelque chose qu'on t'a appris. Donc, ne te dis pas, ah, tout est foutu pour moi, non. Et maintenant que tu les as vus, tu ne peux plus les ignorer. C'est ça qui est le plus important. Alors voyons ce que les femmes éloquentes font à la place. Parce que la vraie question est, qu'est-ce que les femmes font pour qu'on les écoute vraiment? Et la réponse va peut-être te surprendre. Elles ne feront jamais plus, elles feront toujours moins, mais elles vont l'apporter avec une intention différente. La première chose, elles habitent le silence au lieu de le fuir. Quand elles posent une phrase, elles s'arrêtent et marquent vraiment un silence. Et c'est pas un silence qui devient un vide, c'est vraiment un silence qui te donne un cadre. La deuxième chose qu'elles font, c'est qu'elles utilisent la phrase déclarative pleine. Il n'y a pas de je pense, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de sûrement. Si tu as une idée, on n'est pas en confrontation avec la personne en face, on n'est pas là à savoir qui est le meilleur, mais si c'est ton idée et si c'est quelque chose que tu as réfléchi, alors affirme-le. Tu remarqueras que au lieu d'ajouter des mots un peu humbles, un peu pour adoucir ta pensée, quand tu affirmes une idée que tu as, quand tu affirmes une phrase, quand tu affirmes ta réflexion, les gens te regardent totalement différemment. Dès la seconde où tu vas ouvrir ta bouche, même ton cerveau va réfléchir autrement. Ton cerveau ne sera pas dans l'acceptation de bon, il n'a pas pris mon idée en compte, c'est pas grave. Non, ton idée, elle compte autant plus que toutes les idées. La troisième, c'est le décalage de tempo. J'ai appris que ralentir mon rythme, ça ne veut pas dire que je joue un personnage ou ça ne veut pas dire que je suis là à parler comme je... Non, ça c'est quelque chose qui est de très très ennuyant. Mais parler un peu plus lentement, de telle manière que tu as le temps de réfléchir quand tu parles. Tu as le débit de ta voix qui n'est pas en avance avant ton cerveau, donc tu ne bégayeras pas. Je bégayais beaucoup. Ça envoie à ton interlocuteur, ok, cette personne ne se sent pas pressée. Cette personne n'est pas là à se justifier, elle est sûre d'elle. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui parle lentement, un peu plus lentement que la moyenne, pas lentement. Tu le verras différemment. Après, ça dépend de la manière dont il parle, mais je sais que quand je parle d'un sujet, j'aime habiter mon sujet. Et je pense que ça retient et ça joue beaucoup de vouloir habiter son sujet, de vouloir habiter une conversation. Je ne suis pas là à parler de manière monotone. Je pense que tu es là également pour ça. Je pense que tu aimes m'entendre, car tu es dans l'histoire avec moi. Je te transporte avec moi. Et ça, c'est vraiment dans tout que je le fais. C'est vraiment, j'aime que la personne ressente mon émotion. J'aime qu'elle vive ce truc avec moi. Et la quatrième, la plus difficile, mais c'est l'économie. Dire moins, ça ne veut pas dire parler très peu, mais ça veut dire de diminuer tes justifications, de diminuer la manière dont tu vas demander l'intention de quelqu'un. C'est de choisir ces mots, de choisir les mots que tu as dans la tête et de les dire tels quels. N'essaye pas d'envelopper ta parole dans un papier de soie, dans un papier cadeau pour que ça soit un peu plus présentable, pour que ça soit un peu plus acceptable. Et maintenant, il faut que je te dise quelque chose qui n'est pas dans les manuels de prise de parole. La façon dont tu parles n'est pas un outil de communication. La façon dont tu parles est une signature, une occupation, une présence. Avant même que les gens entendent ce que tu dis, le cerveau a déjà classé selon
différentes choses, le débit, la posture vocale, la quantité d'espace que tu prends, la quantité que tu refuses de prendre. Et c'est pour ça que deux femmes peuvent dire exactement la même chose avec la même intelligence derrière. Il y en a une que tu vas écouter religieusement et il y en a une qui va passer inaperçue. Et c'est là que ça devient sérieux parce que ce que l'on appelle dans le langage courant avoir une présence, imposer le respect, être prise au sérieux, tout ça, ce ne sont pas des qualités innées. Je ne pense pas que, peut-être que si, mais très peu de personnes sont nées comme ça. Ce sont des codes verbaux, des codes environnementaux, des codes vocaux. Et ces codes, malheureusement, on les apprend nulle part. Quand tu regardes une vidéo d'éloquence, on te parle beaucoup, ok, à la place de dire ça, dis ça, dis ça, dis ça. Mais il n'y a pas de réflexion derrière. On ne comprend même pas pourquoi on doit le dire. Parce que ça impose un peu plus le respect, parce que ta phrase tournée comme ça te donnera un peu plus d'image, un peu plus de charisme. C'est quelque chose que l'on capte par observation. Parce que ce soit dans ton milieu professionnel, dans ton milieu familial, amical, ce ne sont pas des choses que l'on te dit. Ce n'est pas un don d'être éloquente. Ce n'est pas un don d'être charismatique. Ce n'est pas un don d'avoir une présence. La plupart des femmes que tu admires ne sont pas nées avec ce que tu crois être un don. Elle a une belle voix, c'est pour ça qu'on l'écoute. Elle est belle, donc tout le monde la respecte. Elle est bien habillée, donc elle impose le respect. Elle a une carrure, elle se tient droite, donc tout le monde va l'écouter. Ce sont juste des femmes qui ont, à un moment, capté ces codes, qui les ont appris et qui les ont compris. Et c'est aussi pour ça que la voix de la femme, dans la dynamique sociale, fonctionne comme un capital. Un capital invisible, c'est vrai. On ne va pas te voir et dire «Ah, quelle éloquence!» Non, mais c'est quelque chose d'immédiatement perçu. Une voix qui ne s'excuse pas, un rythme qui ne se justifie pas, un silence qui ne se précipite pas, ce sont des marqueurs. Des marqueurs qui, malheureusement ou heureusement, diront je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Mais je vais être honnête avec toi, tout ce que je t'ai dit, les schémas, les postures, les codes, ça ne tiendra pas tant que tu parleras pour être validé. J'ai pris le choix sur mes réseaux sociaux de parler de tous ces codes invisibles parce que avec le temps, j'ai appris à les reconnaître et j'ai appris qu'ils sont très importants, même si tu ne les vois pas. Donc c'est pour ça que je parle d'hygiène, d'éloquence. Je parle de toutes ces formes-là qui vont t'aider à te construire, pas à recopier une personne, pas à recopier la manière dont je parle ou pas à recopier la manière dont je m'occupe de mon corps, non. Mes vidéos sont vraiment là pour que tu comprennes comment, à ton échelle, ce que tu... J'aime pas dire ça, mais entre guillemets, ce que tu pourrais faire de mal ou ce que tu fais mais que tu ne comprends pas et comment tu peux les améliorer. C'est quoi les choses que tu ne sais pas? Parce que toutes ces choses-là, c'est presque comme un symptôme, mais le symptôme d'une chose beaucoup plus profonde, des habitudes, ton milieu, ton environnement, des choses que tu as engendrées depuis l'enfance, que tu vas malheureusement devoir déconstruire. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit malheureusement, mais c'est des choses que tu vas devoir déconstruire. Mais imagine que maintenant, tu prends la tour Eiffel, je sais pas si c'est un excellent exemple, mais tu prends la tour Eiffel et tu vas enlever chaque boulon, chaque pièce. Ça va te prendre énormément de temps. Des choses que si tu ne prends pas le temps de t'éduquer, de te renseigner et de comprendre, parce que des fois, on ne sait même pas pourquoi on les fait. L'éloquence n'est pas un savoir-faire, c'est un savoir-être. Et c'est pour ça que ce travail-là, la voix, le rythme, la respiration, on la néglige souvent. La présence n'est pas juste un travail de surface. Ce n'est pas seulement en regardant ma vidéo que tu vas dire, OK, je change, je vais être éloquente. Non, ce n'est pas en regardant une vidéo d'éloquence que tu vas devenir éloquente. C'est un travail en continu. C'est un travail dans les small talk. Et je pense que je ferai une vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, mais comment arrêter d'être timide? Ça aussi, c'est une vraie question. Comment arrêter d'être timide? Parce que tu peux apprendre toutes les techniques de la prise de parole. Si tu n'as pas changé, le lieu dans lequel tu parles, rien ne tiendra. C'est très bizarre. Par exemple, on n'est pas toutes les mêmes personnes avec tout le monde. C'est-à-dire qu'avec ta famille, tu es une personne, sans pour autant dire que tu as des personnages. Mais
Ta famille, tu es une personne. Tes amis, tu es une personne. Dehors, tu es une autre personne. Avec ton mari, ton je ne sais pas, tu es une autre personne. C'est-à-dire que les personnes qui t'entourent maintenant, quand tu voudras changer, ne t'aideront pas. Parce qu'elles diront, pourquoi elle parle comme ça, c'est bizarre. Alors entraîne-toi dans les lieux où personne ne te connaît, entre guillemets. Entraîne-toi quand tu demandes un service à quelqu'un dans la rue. Entraîne-toi toute seule dans ta chambre. Entraîne-toi toutes les choses que tu fais dans ton quotidien qui ne touchent pas ta famille. Entraîne-toi avec. Tu verras par la suite ce qui paraît un effort parce que parler d'une autre manière, prendre le temps, c'est un effort. Au début, tu ne pourras pas parler comme ça dans ta vie quotidienne. C'est pour ça que entraîne-toi à l'extérieur et ramène ça à l'intérieur. Parce que quand tu changes ce lieu intérieur, tu n'as plus besoin d'avoir de techniques. Elles arrivent naturellement. Alors, si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, si tu te reconnais dans ce que je viens d'exposer, peut-être que tu es à un moment dans ta vie où tu as envie de changer. Peut-être que tu es à un moment dans ta vie où tu as vu que ce n'était pas un problème, mais ça te fermait des portes. Ou pour toi-même, tu n'arrivais pas à être complètement toi. Et c'est exactement ce que j'écris dans mon livre que j'ai mis en format numérique, Parler avec élégance stratégique. Ce n'est pas un livre sur la prise de parole, ce n'est pas une méthode de coach. Dis ça et tu verras que tu seras beaucoup plus éloquent. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. Mais c'est un guide qui prend chacun de ces mécanismes. Le silence, le rythme, la voix, l'écoute, l'autorité tranquille, les conversations difficiles, l'image intérieure et ta confiance en toi. L'éloquence vient énormément avec la confiance en soi. Et c'est quelque chose qui est déployé sur 30 jours parce que je pense que si tu l'avais lu sans avoir un guide à la fin, tu ne le ferais même pas, tu l'aurais juste lu comme un simple livre. Mais là, vraiment, tu as des exercices, tu as des choses à faire toutes les semaines, tu as chaque jour une nouvelle chose à intégrer dans ton vocabulaire. C'est ce qui m'a aidé parce que avant, je n'étais pas du tout éloquente. Je n'osais pas prendre la parole, je n'osais rien dire par peur que l'on ne m'écoute pas. Et j'ai vu que c'était réellement un problème. J'ai vu que ça me bloquait, je me sentais frustrée parce que déjà de un, j'étais introvertie. De 2, j'étais timide. De 3, j'étais réservée. Alors de 4, je n'arrivais même pas à parler. C'est un peu trop pour moi. C'est quelque chose qui te prend 15 minutes par jour. Tu as des exercices, des réflexions pour comprendre comment tu es. Et tu verras, j'attends ton retour, tu verras que ta voix va changer semaine par semaine. C'est vraiment un peu de mes vidéos que j'ai écrit et expliqué sur mon guide. Je te mets le lien dans la description et je mettrai un commentaire épinglé pour que tu le retrouves. Mais donc, ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, la femme que l'on écoute n'est pas celle qui parle le mieux. C'est celle qui a cessé de parler pour être entendue et qui a commencé à parler pour transmettre. Tu remarqueras à partir de maintenant que chaque phrase que tu vas dire, chaque fin de phrase que tu vas descendre, chaque silence que tu ne vas pas remplir, le travail va commencer. Tu verras que tu te sentiras beaucoup plus toi, beaucoup plus forte, beaucoup plus confiante. Parce que, on va pas se mentir, après l'enveloppe physique, la chose que l'on retient, c'est la voix. La voix, c'est vraiment quelque chose de très personnel, quelque chose de très signature. Dis-moi en commentaire quelle difficulté tu as à l'oral ou même dans ta personne. Je pourrais faire une autre vidéo, je pense. Je choisirai parmi vos commentaires ma prochaine vidéo. Je réponds à tous les commentaires. Mon YouTube, j'ai vraiment envie que ça soit une safe place où personne ne se juge. On est là pour évoluer, avancer, comprendre, discuter ensemble. On se retrouve très vite. Je fais 2 vidéos par semaine, mercredi et dimanche. Donc, on se dit à mercredi. Ciao!